Je dois faire ça, et puis ça, et puis ça. Si ça se passe pas comme ça... C'est bon. On va durer. On y va. Et je demande de l'aide. Toi, tu sais comment on fait? Tu sais. Toi, tu sais. Toi, tu sais. Tu sais. Dis-moi comment on fait. S'il te plaît. Je veux savoir. Au quotidien, des centaines de familles font face à la maladie. Leur vie est complètement chamboulée. Un jour, chacun peut être amené à devenir un proche aidant ou un proche aidé. Un engagement exigeant, mais très peu reconnu du grand public. Comment traversent-ils l'épreuve de la maladie? Quelles sont leurs difficultés? Où trouvent-ils de l'aide? Quel est le rôle de l'ensemble de la société? Les proches aidants en parlent haut et fort. Un an après la naissance de sa fille Elisa, Carole découvre que celle-ci est atteinte du syndrome de Angelman, qui se caractérise par un déficit intellectuel et moteur sévère. Ça fait maintenant plus de 10 ans que Carole s'occupe toute seule de sa fille malade à la maison. Il y a plein de personnes qui me disent « Ah, mais vous êtes courageuse !» Et alors, vous seriez à leur place, vous feriez quoi? Vous l'abandonnez? Je suis une maman, quoi. C'est la chair de ma chair. Je peux pas dire... Une fois, j'ai une copine qui est venue ici à la maison avec une amie à elle. Et donc, son amie, elle voit Lily. Elle était encore petite. « Pourquoi vous la mettez pas dans un foyer ?» Ah, mais comme j'étais choquée. Choquée. J'ai dit oui. Je sais qu'un jour, je devrais me poser cette question. Mais tant que j'arrive physiquement à m'en occuper, je m'en occupe. C'est mon enfant, je l'assume. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ta vie professionnelle? Ah, ben, j'ai perdu mon job. Donc, j'ai été m'inscrire au chômage. J'ai épuisé mon droit de chômage. Donc, Lily, elle n'était pas encore reconnue par l'AI. Donc, j'ai atterri à l'aide sociale. Et puis, c'est seulement à partir du moment où elle a été reconnue par l'AI que j'ai pu en sortir de l'aide sociale. Les premières 6 ans, elle n'était pas reconnue, sa maladie n'était pas reconnue? Non, elle n'était pas reconnue. Okay. Elle ne rentrait pas dans les cases. L'AI n'a pas fait une révision de sa liste de maladies depuis plus de 50 ans. Hein. Ça, c'est important de le dire aussi, parce que des maladies, on en découvre des nouvelles tous les jours. Et puis eux, même la trisomie 21, elle n'est pas reconnue à l'AI. Hein. Il y en a Valérie qui vient de temps en temps rendre visite. Oui, bah, tous les jours on se voit. Hein. Ouais, tous les matins je la vois. Vous êtes une proche des proches aidants? Oui, on peut dire comme ça, ouais. Le saviez-vous? On peut dire comme ça. Carole, il y a qui t'accompagne? Personne. Mes parents, ma maman elle est en Belgique, mon papa il est dans le Tessin. Et puis tous les deux ils ont un problème d'acceptation du handicap. Donc voilà quoi. Donc à un moment donné, on garde son énergie pour ce qui est vraiment utile. Parce que expliquer, non la petite elle parle pas, non elle peut pas te dire bonjour. Ah oui mais elle peut quand même dire non elle parle pas. Donc à un moment donné, je peux finir de parler chouchou. Hein? Oh mon amour, t'es chou. Alors des fois, elle se met comme ça derrière les rideaux. Elle regarde ce qui se passe dehors, c'est chou. T'es où? Tu m'aimerais bien refaire aussi ta vie sentimentale. Ah trop, ouais, ça me manque. Même avoir une compagnie, Lily elle est non-verbale, donc même une fois qu'elle est couchée, moi j'ai personne à qui parler. Donc c'est ça aussi, c'est l'échange, c'est avoir une épaule sur laquelle je puisse de temps en temps me reposer et me dire ah aujourd'hui j'ai plus la force, j'ai plus envie. Et quelqu'un qui est là, mais oui mais ça va aller, qui me réconforte quoi. Mais bon, moi les hommes ils me disent, ils me répondent j'ai pas les épaules assez larges. Donc on va pas les forcer. Et puis quelque part, je sais pas comment dire, mais est-ce que je leur fais peur parce que je m'assume, parce que je suis en forme, j'ai le moral, je rigole, que je suis une guerrière quoi. Qu'est-ce qu'on fait?
quelle est aussi ton plus grande inquiétude? J'en ai pas mal des inquiétudes. Déjà, savoir à 18 ans comment ça va se passer financièrement. Et ben, l'autre inquiétude, c'est le jour où je ne serai plus là. Ça, c'est vrai que... Ça, c'est des trucs qui m'empêchent de dormir pas mal. Hein. Ouais. Le proche aidant, c'est une personne qui apporte régulièrement de l'aide à une personne de sa connaissance, donc une personne proche. Ça peut être un parent âgé, ça peut être un enfant, ça peut être un voisin, et qui apporte de l'aide sur une base régulière pour la vie quotidienne. Très souvent, il y a quand même un lien affectif qui va déterminer l'engagement, puis aussi lui donner du sens, parce que c'est pas facile tous les jours, mais c'est vrai que c'est l'élément du sens aussi qui va faire que les gens vont pouvoir continuer à s'engager. C'est une relation qui demande beaucoup, qui peut être épuisante dans certains cas. Il y a tous les aspects de conciliation pour le proche aidant avec sa vie familiale, avec sa vie professionnelle. Pour le proche aidé, c'est pas toujours évident d'accepter de l'aide, d'avoir quelqu'un qui s'immisce dans des aspects très personnels finalement de sa vie, même si c'est quelqu'un qu'on apprécie. Ça demande des adaptations des deux côtés, que des règles du jeu soient posées pour que ça puisse fonctionner. Christina est la mère d'Avril et Vega, 9 et 5 ans. Quand Vega avait 9 mois, un neuroblastome, un cancer qui se présente chez les enfants de moins de 1 an, a été diagnostiqué. Multiples chimiothérapies, des opérations et des longs séjours à l'hôpital se sont suivis. Christina raconte son combat contre la maladie et ses efforts pour retrouver un équilibre familial et professionnel. Le samedi, on a un bébé qui va bien et le mercredi, on fait la chimio. On est catapulté d'une minute à l'autre dans un environnement complètement étranger. On a un bébé d'1 an qui est aux soins intensifs avec des cathéters, des tubes, des machins. C'est un coup de massue qui tombe sur la tête. Il faut appeler les proches à 3 h du matin pour leur dire on est aux urgences, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas quand est-ce qu'on va ressortir, il faut sortir le chien, il faut s'occuper de la grande, il faut appeler les employeurs. Oui, bonjour, il est dimanche matin, je suis désolée de vous embêter, mais je suis aux urgences, je ne sais pas quand je vais sortir, ma fille a une tumeur. Ils ne savent pas ce que c'est, je vous rappelle. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'attitude de mon employeur, c'est qu'ils ont su me dire « t'as autre chose à penser, focalise-toi sur ton enfant et sur être là pour ton enfant et quand tu peux, donne des nouvelles ». Et ça, c'est un cadeau. Je suis fille d'émigrés pour qui le travail, c'était un culte, quoi. On est venu ici pour travailler. Et on n'est personne si on ne travaille pas. Enfin, il y a quelque chose dans mon éducation, parce que je me suis beaucoup posé la question aussi, de me dire, mais pourquoi aussi cette envie de garder le cap et de garder le travail et de rester au travail et d'être apte pour le travail, mais parce que ça fait partie de moi, profondément, d'être quelqu'un qui travaille. Et j'avais déjà pas laissé mon travail quand j'ai eu mes enfants. Et j'avais pas envie de le laisser parce que la maladie, elle était là. Donc c'est un cadeau de pouvoir retrouver son travail. Et c'est un truc que les employeurs doivent entendre. Investir de la compassion et de l'empathie pour des employés qui traversent des moments comme ça, je pense que c'est un investissement qui paye. S'il n'y a pas un tissu social autour des parents, autour de la famille, on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a personne qui se sort de ça s'il n'est pas accompagné par son conjoint, les autres enfants, la famille plus large, les amis, les employeurs, les collègues, les voisins. Il y a des parents qui devaient vivre ce qu'on a vécu nous, seuls. Moi, je ne peux même pas imaginer. Il y a des parents qui sont des expats, qui sont dans un environnement où ils n'ont pas de famille, où ils n'ont pas d'amis. Il y a des parents qui avaient peut-être pas de boulot, qui étaient peut-être au chômage, qui ont pas de collègues, de perspective de revenir à un quotidien après. Il n'y a pas de petit rôle. C'est pas parce qu'on se sent pas suffisamment proche pour être au chevet de l'enfant à l'hôpital au moment où il a ses traitements qu'on peut pas déposer une tarte devant la porte.
faut savoir que c'est pas un rhume, un cancer, donc on vous dit pas super, merci d'être venu, tout va bien, on est content, vous rentrez à la maison, ça va aller. On est suivi tous les 3 mois. Tous les 3 mois, vous remettez votre vie sur le tapis. Tous les 3 mois, vous vous dites, est-ce qu'il y a quelque chose qui est revenu? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on va devoir retourner là? On met les valeurs ailleurs, on met les priorités ailleurs. Mais on est aussi conscient que rien n'est acquis, que oui, un enfant, ça peut mourir. On reprend une vie normale, alors que notre vie, elle est plus normale, elle sera plus jamais normale. En tout cas, le normal n'est pas le même qu'avant. Je suis proche aidant de ma maman, qui depuis 2 ans souffre d'un cancer très rare. Nous sommes 3 filles, nous sommes toutes en Europe. Notre papa est décédé, donc au Cameroun, elle se retrouvait un peu seule. Elle venait souvent nous rendre visite et c'est pendant son séjour que la maladie s'est déclarée. On a réussi à lui trouver une compagnie qui a accepté de lui faire une assurance maladie. Le combat n'est pas fini, on continue. J'ai fait une demande de regroupement familial. On attend une réponse. Ma maman est une femme qui a toujours travaillé, elle a toujours été très active. Pour elle, c'était très très difficile de devoir quitter son pays. Sur le plan culturel, c'est pas la même chose. Par exemple, au CHUV, quand peut-être une aide-soignante voulait l'aider à faire sa toilette, ce genre de choses. Nous, on est des personnes très pudiques, donc elle n'acceptait pas qu'une personne étrangère puisse découvrir, même toucher à son intimité, même si c'était pour l'aider. Il m'est arrivé d'avoir des moments de découragement, des moments de grande fatigue où j'avais l'impression qu'on ne va jamais y arriver, surtout aussi lors des traitements où je voyais qu'elle n'était pas bien moralement, qu'elle était hyper fatiguée. Il m'arrivait de pleurer aussi beaucoup, mais pas devant elle. Quand j'allais la voir à l'hôpital, je prenais sur moi. Mais une fois rentrée à la maison, je m'écroulais. Je pleurais énormément. Pour accompagner quelqu'un, il faut déjà être bien soi-même. Et puis, si on a quelque part où on peut aller, soit seulement parler pour se changer les idées, ou bien seulement avoir une information qui puisse nous aider pour telle ou telle démarche, ça serait déjà un plus. Pour aider les proches aidants à faire face à une réalité souvent difficile, plusieurs institutions ont mis en place des programmes de soutien. On s'est associé à ce terme proche aidant pour mieux défendre les parents d'un enfant handicapé ou les proches d'une personne handicapée. Ils sont dans un cercle vicieux, on leur demande énormément de disponibilité, ils en donnent beaucoup et ils ont peu de temps pour s'occuper d'eux, regarder quelles sont les pistes qui pourraient alléger la charge de travail. Il y a toute une panoplie d'aides possibles auxquelles qu'on peut porter à la connaissance des personnes handicapées et de leurs proches pour faciliter la vie à domicile et la vie tout court. Nous avons un service de relève qui s'appelle phare, qui va remplacer les parents ou le conjoint d'une personne handicapée une soirée, un week-end ou plus, pour que le proche puisse souffler, respirer. Il y a aussi des nouvelles prestations financières qui dépendent de l'assurance invalidité, qui permettent de répondre aux soucis des proches qui doivent réduire leur activité professionnelle. Il faut tout de suite réagir. Peut-être prendre 3 ou 4 contacts. Il faut aller là où on se sent le mieux, où on a le plus d'informations. Nous, on va préconiser de prendre contact avec Proche Connect, la nouvelle plateforme de communication qu'on a mis en place, qui permet d'accéder tout de suite à des informations très ciblées et très utiles.
Il y a une trentaine de personnes connectées en discussion avec nous. Il y a un jeune adulte, Asperger, et les parents aimeraient parler au thérapeute qui ne veut pas parler aux parents. Alors, je vous l'assieds. Oui. OK. Le travail sur le site Proche Connect, c'est d'offrir en un moment ciblé des possibilités de réponse au plus grand nombre de personnes qui se connectent sur Internet pendant ce moment donné, dans le domaine de la santé, dans le domaine thérapeutique au sens large, dans le domaine aussi de l'hébergement, dans le domaine des traitements ambulatoires, comment je représente mon proche, comment je peux défendre ses intérêts, ou parfois, on l'a vu, comment je peux donner mon avis alors qu'on ne veut pas le prendre. Tout le travail qui est là sera retravaillé sous forme de FAQ et sera publié sur le site Proche Connect. Je crois qu'il faut se remettre patience avec la connexion. Par rapport à l'aspect interculturel, c'est vrai qu'il y a des éléments de culture qui entrent en jeu puisque chacun a des représentations différentes de la maladie, de son rôle vis-à-vis du proche, de quel est le rôle de la famille, de qui est concerné dans ces situations. Est-ce que c'est la famille proche? Est-ce que c'est la famille éloignée? C'est des réflexions qui sont assez nouvelles, qui vont dans la suite de cette réflexion sur les besoins des proches aidants et se dire qu'il y a des proches aidants comme ça avec plusieurs lignes, c'est important parce que ça permet de prendre en compte la situation dans sa globalité, voir où sont les risques, mais aussi où sont les ressources. Parce que c'est clair qu'un proche aidant à l'étranger ne va pas pouvoir passer tous les jours chez son proche. Par contre, il va peut-être pouvoir faire autre chose, ou téléphoner régulièrement, ou amener un autre soutien qui peut aussi aider dans la situation. Cuando me levanto, a las ganas de ir a trabajar. Por la noche estoy observando, veo gente de mis alrededor. Venidas pues circulando, más fuera de mi ciudad. Vengo siempre está trabajando, vestido, no quiero así pasar. ¿Aló? Hola, la señorita. Hola, el señorito, ¿dónde andaba perdido? Perdido vagabundeando. Lo vio el nefrólogo, que ha mejorado bastante, pues sí, que ha mejorado la función renal. Nos pusieron cita para dentro de 4 meses. Mamita, mire, yo no le he podido mandar este mes, no le he mandado la plata, yo mañana, hasta ahorita la saco y se la mando. ¿Yo, mamá? Tranquilo, no se preocupe. Nos Chao. hablamos mañana, abuelito. Sí, mamita. Chao. Chao. Bueno, chao. C'est dur d'être ici, loin de eux en fait, loin de ma mère, pour la soutenir, loin de mon père. Mais il y a des professionnels qui s'occupent de lui. Il est dans un centre spécialisé pour la maladie d'Alzheimer et pour la démence sénile. Il est bien soigné, il est tranquille, il va bien. Je me sens coupable de les avoir abandonnés dans les moments de la vie dans lesquels ils ont besoin de ces enfants. Moi, je ne suis pas là. En mes voyages en Colombie, tout le monde, mes collègues, toute la famille me dit « Ah ouais, c'est la fête ». Pas vraiment, non. C'est 2 semaines ou 3 semaines très intenses dans lesquelles j'essaye de me concentrer à leurs besoins, à les aider, parce que je sens que je dois payer un peu le fait d'avoir parti, de ne plus être là pour les aider. La seule chose que je fais, c'est envoyer des larmes. Ça peut aider à basculer les choses, mais je sens des fois que je ne fais pas trop. J'ai basculé un peu la mentalité. Je les ai poussés à comprendre qu'il fallait l'interner, il fallait le doucher, le mettre aux toilettes, qu'il prend soin de lui et tout ça. Et ma mère, elle n'a pas la force. Il ne doit pas s'en occuper de cette manière-là de mon père. Et il y a 4 ans, il ne sait pas qui je suis. Il dit qu'il n'a plus des enfants, qu'il n'a pas eu des enfants, qu'il ne s'est jamais marié. C'est mon modèle. Je pense que c'est l'homme le plus grand au monde. Alors il me manque.
beaucoup. On sait que actuellement, la moitié des proches aidants seront épuisés à un moment donné au cours de la relation d'aide et qu'un tiers d'entre eux demandent de l'aide alors qu'ils sont déjà épuisés. La personne peut devenir irritable, peut être tout le temps fatiguée, être tout le temps malade, avoir un système immunitaire qui baisse, ne pas arriver à se ressourcer même quand elle en a la possibilité, un sentiment d'angoisse très fort, de culpabilité très souvent. Et ça, c'est vraiment des signes dont il faut tenir compte pour réussir à demander de l'aide. C'est bien pour soi, mais ce qui est bien pour soi va aussi être bien pour l'autre parce qu'on va pouvoir être avec lui aussi en étant plus détendu, en ayant plus de patience, en étant plus à l'écoute, si on n'est pas soi-même dans une situation où on est complètement pressurisé. Maintenant, c'est plus de savoir comment inciter les proches aidants à faire usage de ces ressources, à oser aussi solliciter ces consultations. Et c'est peut-être là que les médecins traitants ont aussi un rôle à jouer en incitant les proches aidants, quand ils leur parlent de ce qu'ils vivent, à prendre contact avec une structure de ce type. C'est lui qui m'a fait des portraits, c'est lui qui a peint. Il m'a écrit des centaines de lettres, je les ai toujours, j'en ai au moins 500. On s'écrivait presque tout le temps. On s'est connus en faisant du théâtre, parce que mon mari voulait monter café-théâtre. Et puis voilà. Ah, mais les photos, elles sont plutôt là, je crois. Voilà, encore un déguisement. Vous voyez, je reviens du boulot, je le retrouve comme ça. Il avait piqué ma jupe, du coup. Ça, c'est mon mari qui a fait. C'était des boîtes de biscuits, puis il a tout coupé, il a tout fait pour faire un bus. Il sera toujours là, il me manque. Je me lève le matin, je pense à lui. Je me couche, je pense à lui. Je fais des fois, je suis dans le bus, et puis je me dis, mais il s'est peut-être assis à cette place. Non, mais pour vous dire que c'est toujours aussi fusionnel, même s'il n'est plus là. Donc je peux dire que Jean Roulet, je t'aime toujours. Monique et Jean, 42 ans de mariage. Monique a été proche aidante de son mari et l'a accompagné jusqu'à son décès. Il a souffert d'une maladie dégénérative au cerveau. Bon, ça a été d'abord la mémoire. Il ne se rappelait pas si je notais pas. Et puis, moi, je trouvais ça curieux quand même. Puis son médecin, il a refait faire un scanner. Puis là, on a vu qu'il y avait autre chose. Mais seulement, j'ai pas pu... J'étais avec mon mari, mais je n'étais pas dans la salle où il y a eu le scanner. Et quand il a appris ce que c'était, quand on lui a expliqué ce que c'était, lui, il voulait mourir. Alors là, ça a été très difficile parce qu'il voulait personne d'autre que moi. Puis je travaillais encore, alors on a trouvé un moyen de le mettre dans un centre de jour. Alors je devais aller l'amener, le chercher, puis il se levait tout le temps. Moi, je ne dormais plus. Une nuit, j'ai compté, il s'est levé 19 fois. Toute ma vie, elle tournait autour de lui. Puis quand il était à la maison, je devais m'adapter. Tout d'un coup, j'étais paniquée, quoi. Puis j'ai fait un zona ophtalmique, qui n'était pas très beau. Maintenant, j'ai des douleurs depuis 4 ans. Puis c'était compliqué, je n'ai pas pu bien me soigner, donc du coup, voilà. Donc j'ai pris contact avec les proches aidants pour le chemin du deuil. Parce que le deuil, c'est affreux pour moi. Après la mort de son mari, et pour faire le chemin du deuil, Monique a cherché l'aide auprès d'Espace Proche, un centre d'information et de soutien pour les proches aidants. Quand mon mari était en EMS, j'ai vu un papillon marqué Espace Proche. Puis à ce moment-là, je me suis demandé, j'ai demandé aux aides-soignants si j'étais une proche aidante. Et puis on m'a répondu, oui, bien sûr, même à l'EMS, vous êtes là tous les jours, vous vous occupez de votre mari, vous êtes proche aidante et vous avez été proche aidante.
Beaucoup de proches aidants ne se reconnaissent pas, n'ont pas conscience qu'ils sont proches aidants. Il faut aborder ce problème sous diverses facettes. Et une des facettes, c'est le fait que les professionnels de la santé et du social soient sensibles à cette question et identifient, ou en tout cas captent le fait qu'il y a des proches aidants dans une consultation ou lorsqu'une personne vient à un guichet social, etc. Et qu'ils puissent assez rapidement dire « mais vous savez, il existe telle prestation, dont espace proche. » Par exemple, moi, j'allais toujours avec mon mari chez le médecin, j'aidais mon mari, donc il voyait très bien le médecin. Et pourquoi il ne m'a pas dit que j'étais une proche aidante? Pourquoi il ne m'a pas dit que ça existait? Il devrait avoir des papillons de proches aidants dans leur cabinet. Il y a énormément à gagner à soutenir les proches parce qu'on sait déjà, et beaucoup d'études le montrent, que sans ces proches aidants, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas rester à domicile ou alors qui auraient besoin d'un soutien professionnel très, très étayé, très concret. Donc si on n'avait pas les proches aidants, eh bien, il y aurait des coûts en tant que ressources humaines mais aussi financières très importants. Le Conseil fédéral va travailler sur ces questions-là, notamment la reconnaissance d'un statut qui peut ensuite donner droit à des droits, par exemple à être reconnu par l'assurance perte de gain pour les proches qui travaillent, puis pouvoir avoir droit à des congés rémunérés pour s'occuper d'un proche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le proche en est réduit à se faire un certificat médical pour lui-même pour pouvoir prendre du temps. C'est à bien plaire des employeurs. Il y a des employeurs qui sont bienveillants puis qui aménagent le temps, mais pas tous. Donc il y a tout un travail à faire au niveau du statut et de la reconnaissance de ce statut et des droits qui pourraient aller avec. Il faut faire attention au revers de la médaille qui est la précarisation de la santé des proches. Proches aidants, oui, mais accompagnés et soutenus et dans de bonnes conditions. C'est ça qu'on oublie, c'est qu'on existe, mais on ne pense pas à ça quand on est proche aidant. On n'existe pas. On ne pense pas qu'on existe, on ne pense pas qu'on a une vie du tout. La plupart des passagers regagnent leur chambre alors que d'autres préfèrent un arrêt au bar pour continuer le débriefing de cette plongée et des vacances. Mi rido, a des batterie carré. Loïc vivait dans l'archipel des Maldives avec sa femme. En 2013, pendant leurs vacances en Suisse, sa femme a été diagnostiquée schizophrène alors qu'elle avait quelques semaines de grossesse. Loïc écrit un livre. Il raconte son histoire de proche aidant dans l'espoir d'être enfin entendu. Naviguer de nuit semble donc impossible et très risqué. Je me suis rendu compte qu'en allant frapper à la porte des différentes institutions, même à la direction de certaines institutions, les choses ne bougeaient pas. Que, on va dire, le cri désespéré du proche aidant n'était pas forcément entendu. Alors il n'était peut-être pas forcément formulé correctement. Et puis c'est un jour une personne qui m'a dit « mais le seul moyen, ce serait d'écrire cette histoire ». Le fait de l'écrire aujourd'hui, ça me replonge dans des souvenirs traumatiques, mais qui sont malgré tout précieux. Le début le plus marquant a été une décompensation au milieu de la nuit, alors qu'il neigeait dehors, où la maman a disparu dans la neige, elle est partie en pyjama, pieds nus dans la neige, enceinte de 5 mois. Et puis là, il a fallu appeler l'ambulance, la police, personne ne la trouvait, donc ils sont arrivés avec les chiens. Par chance, elle a été retrouvée frigorifiée, mais vivante, le bébé allait bien. Et puis, elle est partie pour le CHUV contorsionnée, donc menottée aux pieds et aux mains. Le proche aidant devient l'extension du patient, mais n'est pas considéré comme une personne à part entière dans le réseau. Alors, il y a le travailleur social, il y a le médecin, il y a le malade. Mais par contre, le proche aidant, il n'a aucune case, donc il devient le patient. Ou en tout cas son extension, parce qu'effectivement, il dérange, il vient poser les questions qui sont dérangeantes pour certains professionnels, parce que ça va vraiment à l'encontre de leur stratégie. Il vient défendre ses propres intérêts, ceux de son enfant, dans mon cas. Quand tu vas dans un hôpital, tu n'es personne. Tu n'es pas consulté, tu restes en général hors des portes. Il faut vraiment, en général, enfoncer les portes pour qu'on t'écoute. Des gens qui m'ont touché et qui m'ont intégré à un moment ou à un autre dans la situation, on va dire à ma juste valeur, ou en tout cas avec une compassion, une empathie qui était, à mon sens, nécessaire. Il n'y en a pas eu beaucoup.
On se met dans un mode automatique. L'important, ça va être de ne pas se mettre en danger, de rester lucide, mais il n'y a pas de place pour l'émotion, il n'y a pas de place pour trop de questions. Il faut être efficace. Et puis, ça a été vraiment, je crois, la ligne rouge des années les plus difficiles, c'est l'efficacité et la survie. J'ai tiré sur la corde sans m'en rendre compte. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai demandé à ce que la maman soit accueillie, c'est que je savais que si elle continue à décompenser à la maison, je ferais un burn-out. Et si je fais un burn-out ou un truc similaire, parce que je suis proche de l'épuisement, ma fille se retrouvera aussi dans une famille d'accueil parce qu'elle n'a pas de maman valide. Si son papa ne l'est plus non plus, du coup, ça ne va plus fonctionner. J'adore les rochis, c'est les meilleurs des repas, les rochis. Alors, on fait des rochis. À manger. Hein, papa? Ouais, surtout papa. Je suis en convalescence malgré tout, parce que vivre cette expérience, cette aventure, c'est aussi un choc post-traumatique. On s'en remet bien, mais ça prend un temps et on ne peut pas aller plus vite que le temps qu'il faut pour s'en remettre. Chérie. Oui, mais c'est trop long d'attendre. Il y avait une demande AI qui avait été formulée à l'époque. Elle a été refusée puisque la maman venant des Maldives n'avait pas cumulé 36 mois d'AVS. Aujourd'hui, simplement parce qu'on est mariés, la dette de plusieurs centaines de milliers de francs m'est imputée. Donc, pour avoir participé pendant 5 ans de ma vie à m'occuper d'une personne malade, je vais me retrouver aujourd'hui avec une dette qui sera visiblement difficile à rembourser de mon vivant. En ayant perdu son job, en ayant perdu un peu de sa santé, en ayant perdu sa vie sociale, en ayant passé des nuits blanches, en ayant passé des nuits à Ceris, etc., etc., est-il encore imaginable sur le plan moral uniquement que cette personne soit endettée jusqu'à la fin de sa vie parce qu'aujourd'hui, aucune loi ne protège les proches aidants. Ça, pour moi, c'est une question de société. Et puis, je crois que malheureusement, ça n'intéresse pas grand monde tant que les gens ne sont pas directement touchés. Dans Tricagon, Kabbalah fait.